Bonsoir à tous et merci de suivre le grand rendez-vous. Premier numéro pour le compte de cette semaine-ci. Il sera question des OGM, de l'artisanat et du commerce inclusif. Les détails juste après la météo. Vous l'avez donc compris, voilà donc comment le temps sera chez vous, chers téléspectateurs, demain matin donc. Alors pour le compte de ce soir, ceci est l'un des sujets qui anime la toile ces derniers jours. Les OGM en voie d'être introduits au Bénin, vrai ou faux? On va répondre à la question avec l'aide du naturaliste Patrice Sagbo, qui va en même temps profiter pour nous dire ce que c'est que OGM en réalité. L'artisanat est un géant de l'économie béninoise et sa contribution à hauteur de 13% au PIB en est la preuve. Alors, comment préserver ce secteur? Comment l'améliorer également? Voilà donc la principale question que va aborder l'expert de ce grand rendez-vous. Et puis, faire participer toutes les couches de la population au développement socio-économique de tous les pays. Voilà donc la raison de l'outil de l'inclusion. L'inclusion qui est un outil transversal et qui naturellement s'insère dans le secteur du commerce au Bénin. Autant Savoir va vous présenter tout à l'heure les enjeux du commerce inclusif. Le grand rendez-vous vous offre également le journal L'actualité à partir de 19h45 exactement, avec à la présentation ce soir Estelle Aurore Espérance Pazou. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Assioum. Alors il y a quoi au menu de ce 19h45? Alors, ils gardent leur liasse au vu et au su de tout le monde et quand on y prête attention, on y compte le CFA, le dollar, l'euro ou même le naira du Nigeria voisin. Mesdames, Messieurs, dans le journal ce soir, on ira à la découverte des cambistes. Si les consommateurs ont toujours été attentifs au rapport qualité-prix, ils insistent davantage sur la qualité, surtout quand il s'agit des produits alimentaires, faisant ainsi de la qualité un enjeu pour les entreprises. Et puis, l'itinéraire d'un médecin africain dans la lutte contre le VIH-Sida est consigné dans un livre du même nom. C'est l'œuvre du docteur Pierre Mpele que nous allons découvrir dans le 1945. Et voilà pour le détail des titres. Merci à vous Estelle Pazou pour l'annonce des grandes articulations du 19h45. On va vous retrouver donc tout à l'heure dans moins de 40 minutes exactement. On revient sur le plateau, on va ouvrir les plateaux. On commence bien sûr par Nature et Bien-être. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés en voie d'être introduits au Bénin, est-ce vrai ou faux? On va répondre à la question aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec l'aide de Patrice Sagbo, le naturaliste, bien sûr. Avant de le retrouver, nous allons suivre d'abord cet élément.
Ils sont cultivés depuis les années 90 aux États-Unis, en Argentine et au Canada. Progressivement, ils ont envahi le reste du monde. Les OGM, organismes génétiquement modifiés, ce sont des organismes vivants animaux, végétaux ou micro-organismes dans lesquels est inséré ou modifié un gène de son état sauvage. En 2 décennies, les OGM sont passés d'une surface cultivable de 1,7 million à 185,1 millions d'hectares en 2016 sur toute la planète. Des chiffres rendus publics en 2018 par le Service international pour l'acquisition d'applications agricoles biotechnologiques ISAAA, un organisme international de promotion des OGM. Dans le domaine agroalimentaire, on distingue 2 types d'OGM. Nous avons les OGM transgénétiques et les OGM non transgénétiques. Une innovation agricole qui, au départ, vise à assurer l'équilibre entre la production et la consommation afin de résorber le problème de la faim dans le monde. L'avènement des OGM a permis l'obtention de nouvelles variétés de plantes, de légumes, de fruits et même d'animaux. Autre avantage de ces organismes, la réduction de l'utilisation des insecticides. Plus tard, on s'est rendu compte que la culture et la consommation des OGM ne laissent pas le consommateur et l'environnement à l'abri des risques. Leur modification impacte forcément sur l'équilibre écologique global. Ces organismes vivants et les pesticides qu'ils peuvent contenir ont des répercussions notamment sur la faune et la flore. Ceci engendre la diminution de la biodiversité suivie de la disparition d'un certain nombre d'espèces en contact avec les pesticides. On peut craindre également l'apparition de mauvaises herbes résistantes à des herbicides et le risque de la perte des insectes utiles. Conscient de ces dégâts, le Bénin, tout comme plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, mène des actions. La lutte contre la prolifération des OGM sur les périmètres agricoles et sur le marché. Merci à vous, Cécile Roundé, pour le commentaire sur Image. On revient en plateau avec Patrice Sabo. Bonsoir, monsieur Bonsoir, Sabo. monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous On remercie. a suivi tout à l'heure les commentaires de ma collègue Cécile Roundé. Qu'est-ce que vous en pensez déjà quand on définit les OGM? Est-ce qu'on a vraiment parlé des OGM dans cet élément? Oui, on en a parlé. Mais la définition, il faut la rendre plus accessible aux téléspectateurs. Oui. C'est que on dit organisme génétiquement modifié. Donc c'est la modification du patrimoine héréditaire, génétique, par l'homme au laboratoire et des organismes vivants. Lorsqu'on parle d'organismes vivants et des êtres vivants, on va parler des animaux, des végétaux et des micro-organismes. Ça veut dire virus, bactéries, etc. Et lorsqu'on fait ça, on dit qu'on veut faire un organisme nouveau. Parce qu'on a trouvé peut-être un caractère chez un organisme premier et on veut insérer dans un deuxième pour avoir un troisième qui serait nouveau. L'exemple qui est plus palpable, c'est l'exemple du coton transgénique, le coton OGM. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont découvert un insecte qui, à l'état naturel, sécrète un insecticide naturel pour se défendre naturellement. Donc, on va chercher cet insecte, sur cet insecte, le gène, c'est-à-dire on ira dans son ADN pour voir le gène qui codifie ce caractère qui sécrète l'insecticide naturellement et on va insérer dans le cotonnier. Et on voit que ce cotonnier nouveau qui a ce gène qui sécrète et le cotonnier conventionnel, lui, lorsqu'il va grandir, il n'aura plus besoin des insecticides, des pesticides. Voilà. C'est ça qu'ils ont dit. Et ils ont mis au point ce cotonnier, mais à la fin, sur le terrain, c'est nul. Ceux-là même qui ont dit qu'ils vont faire économie d'utilisation de pesticides, ils avaient sous le bras
des pesticides, parce que sachant déjà à l'avance que leur hypothèse ne marchera jamais. Ne marchera pas. Donc on a vu l'exemple au Burkina Faso. Pendant 10 ans, les promesses n'ont pas tenu et ils ont été obligés d'abandonner le coton génétiquement modifié. Ils ont perdu du temps. Ils ont fait de la monoculture. Ils ont pollué les sols. Ils ont pollué tout. Et les animaux même ont été rendus malades. Nous avons été à Ondé plusieurs fois. Nous avons vu, on a entendu le témoignage des gouverneurs qui nous ont dit depuis 3 ou 4 ans, le Burkina a refusé de cultiver le coton génétiquement modifié parce qu'aucune des promesses n'a eu lieu. Sur le plan rendement, sur le plan environnement, sur le plan santé humaine, rien n'a marché. N'a marché avec les OGM. Alors, voilà. La nouvelle a quand même circulé sur la toile concernant le Bénin et continue d'ailleurs même son cours, mais la loi sur les OGM en voie d'être votée au Bénin. Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je ne peux pas le dire ici. La loi qui a été introduite à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un projet de loi. Depuis 2017, par le gouvernement, c'est la loi sur les obtentions végétales. C'est une convention internationale sur les obtentions végétales. Ça concerne exclusivement les semences. On n'a pas entendu qu'il y a une nouvelle loi sur les OGM introduite au Parlement. Okay. On n'a jamais entendu ça. Si vous voulez, nous allons trouver une séance pour parler de l'UPOV. La loi qui est introduite depuis le 1er février 2017 par le gouvernement, l'Assemblée nationale, pour ratifier que le Bénin adhère à l'UPOV. C'est de ça que nous parlions depuis 3 ans. Et il n'y a pas encore 2 semaines, on était encore à l'Assemblée nationale. Ça a été encore reporté. Donc, on ne sait pas le sort. Donc, il n'y a donc pas de loi introduite au niveau de l'Assemblée, de projet de loi introduit au niveau de l'Assemblée nationale concernant les OGM. Non, il faut féliciter le Bénin. Depuis 2002, a pris successivement 2 moratoires. Par le principe de précaution. Parce qu'on ne sait pas ce que signifient les OGM et les dégâts qu'ils peuvent causer à l'environnement. Le Bénin est l'un des rares pays à prendre un moratoire, 2e moratoire. Et aujourd'hui, on peut craindre que nous sommes dans un vide totalement juridique parce qu'il n'y a aucun instrument juridique qui nous protège de l'introduction des OGM. C'est l'objectif et nous avons ratifié. Le Bénin a ratifié ça depuis longtemps. Mais il n'y a aucune loi depuis ici qui dit voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien, il n'y a aucune commission qui parle de ces choses-là. Ça dit qu'on peut quand même accepter les OGM, mais à une mesure qui ne nuit vraiment pas à notre environnement ni à notre économie. Non, ce n'est pas qu'on ne dit pas que ça ne nuit pas. On a prévu des évaluations des risques sur la santé, sur l'environnement, dans l'agriculture et l'alimentation. On a prévu qu'il faut faire périodiquement des évaluations avant l'introduction, après l'introduction et pendant l'introduction. Il faut faire des évaluations. Ça veut dire que nous devons avoir des laboratoires. Et nous nous sommes battus dans un projet de l'UEMOA pour avoir un laboratoire de biosécurité dans notre pays. Nous avons jugé utile que ce laboratoire soit installé à l'université d'Abou-Kalavi et le laboratoire a été installé. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui de ce laboratoire? Personne ne sait rien. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des critères d'accès? Est-ce qu'un citoyen peut aller voir, faire des essais? Combien ça coûte? Qui peut aller? Personne n'a dit quoi que ce soit et on ne sait pas quel usage les gens en font actuellement à l'université d'Abou-Kalavi. Et on n'en parle pas. Dès que tu en parles, c'est que tu es ennemi. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Alors, et c'est l'UEMOA qui nous a donné ça. Alors, que fait actuellement M. Sarboro? Non, proposez-vous en tant que naturaliste? Il faut se comporter comme j'entends les gens dire souvent là. Parce que cette semaine, j'ai entendu, il faut appliquer les lois. Il faut appliquer les lois. Non. Les lois doivent être appliquées dans tous les domaines de notre vie. Ici, ce n'est pas de la politique. Il s'agit d'un domaine de santé publique. Il s'agit d'un domaine de santé et de l'environnement, de l'agriculture et de la nourriture. Et si on doit développer ceci est plus important même que la politique politicienne. Et ça doit nous préoccuper. Parce que les OGM, c'est la privatisation des semences. C'est les brevets. C'est la santé. C'est trop de choses. Trop de choses. Vous voyez,
Donc on ne peut pas rester silencieux sur ces choses-là et on voit venir ces choses-là. C'est ça qui a amené le pauvre. Donc les gens veulent mettre leur droit de veto sur nos semences et nous serons seulement acheteurs. Monsieur Sabo, j'espère qu'on aura le temps de revenir sur le pauvre comme vous l'avez proposé. Oui. On comprend tout simplement qu'il n'y a donc pas de loi votée pour l'introduction des OGM au Bénin, mais on retient quand même qu'il n'y a pas de mesure de protection contre les organismes modifiés au Bénin. C'est ce qui arrive ça. Oui. Vous voyez l'image de ce rat-là? Ce rat a été nourri au soja transgénique pendant 2 ans. Voici les réactions. Il y a eu beaucoup de déformations. Voilà, et vous savez que c'est pour avoir les effets de quelque chose sur la santé humaine, on utilise les rats au laboratoire. C'est ça, hein? C'est comme ça. Je ne veux pas que l'image parle d'elle-même. Merci beaucoup. C'est pas fini. Il y a aussi ça. Monsieur Sabo. Vous voyez ça? Oui. Celui-là, c'est déshumain. C'est pas possible. Regardez ça. Parce qu'il a utilisé le glyphosate. Parce qu'il n'y a pas OGM sans glyphosate, il n'y a pas OGM sans pesticides. On va y revenir très prochainement, monsieur Sabo. Merci en tout cas pour toutes vos explications. Le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci et nous allons parler d'un géant de l'économie béninoise. Il s'agit bien sûr de l'artisanat. Oui, le grand rendez-vous aujourd'hui, nous parlons bien sûr de l'artisanat qui est un géant de l'économie béninoise. Oui, on se pose la question de savoir mais comment améliorer ce secteur qui contribue à 13% au PIB de notre pays. Et là, il est question de questionner les acteurs eux-mêmes, ceux-là qui se retrouvent en tout cas à un certain niveau de cette profession, de ce secteur, qu'est bien sûr l'artisanat. Bonsoir à vous, monsieur Yvon Dédégbé. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes artisan d'abord et le secrétaire général de la plateforme MAMA. Et merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler, bien sûr, ce géant économique. C'est vous qui faites, en tout cas, de ce secteur, l'artisanat, un géant de l'économie béninoise. Alors, on dit souvent que l'artisanat participe à hauteur de 13% au PIB du Bénin. C'est une preuve que c'est un grand, c'est une preuve également que les artisans sont les plus grands contributeurs, les plus grands contribuables, je vais dire, au Bénin. Mais que payent en réalité les artisans pour que ce secteur soit aussi reconnu en matière de contribution au PIB? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir donné l'opportunité de parler de l'artisanat. Tel que vous venez de le dire, c'est le secteur le plus important pour nous, artisans, du maillon économique national. C'est un secteur qui regorge près de 4 millions d'habitants, d'artisans plutôt, sur les 10 millions que nous sommes. Vous voyez déjà, près de 50% de la population béninoise et rien que des jeunes qui sont des artisans. Cela dénote. Oui. Cela dénote de cette vitalité du secteur. Alors, nous allons venir à la contribution de l'artisanat au PIB, c'est 13%, c'est important, parce que les artisans travaillent beaucoup au niveau du Bénin. Ils travaillent beaucoup et vous savez, un artisan, quand bien même il est dans le secteur informel, il paye les taxes. Comment est-ce possible? Dites-nous exactement. Oui, vous avez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la décentralisation où les communes perçoivent des taxes forfaitaires sur les activités que mènent. Quand vous avez une boutique, quand vous avez un atelier et que vous y travaillez, vous allez voir les agents collecteurs des mairies passent pour collecter des taxes. Et ils ont aussi de l'impôt unique. Que ces artisans-là soient enregistrés ou pas? Qu'ils soient enregistrés ou pas. Une fois que vous donnez une certaine visibilité à votre activité en vous mettant au coin de rue ou quelque part, dès qu'on sent qu'il y a une activité qui se mène et qu'il y a une activité d'artisanat ou une activité manuelle, même les commerçants aussi sont assujettis à cette taxe-là. Donc, cette taxe collectée contribue beaucoup à l'économie nationale. Alors, je voudrais déjà vous dire que le secteur tel qu'il se présente aujourd'hui est mieux structuré et s'organise encore mieux à l'ère de la rupture. Actuellement, le secteur est dans une réforme
structurelle et institutionnelle. Institutionnelle. Alors, on a suivi, en tout cas, concernant la loi de finances 2019 qui a beaucoup de facilité accordée surtout aux PME. Est-ce que vous pensez que ces dispositions contenues dans la loi de finances 2019 concourent, bien sûr, à améliorer, à rendre beaucoup plus performant ce secteur, l'artisanat au Bénin? Bien sûr, je crois que le gouvernement en place a compris l'enjeu, a compris que le secteur de l'artisanat, si on ne s'en préoccupe pas, ne pourra pas vraiment faire développer l'économie nationale. Le secteur de l'artisanat est un secteur, disons même un secteur transversal de tous les secteurs, de tous les compartiments de l'économie nationale. Il n'y a pas, quelque part, vous pouvez vous présenter et ne pas rencontrer un artisan. La loi des finances 2019 donne beaucoup d'avantages aux artisans. D'abord, vous vous souvenez ici, depuis près de 4 ans, il y avait les gouvernements précédents qui ont accordé 60% des commandes de l'État aux artisans. Des commandes en meubles? Des commandes en meubles, tout produit artisanaux pouvant servir. Maintenant, ce n'est plus seulement les meubles, c'est tout produit artisanaux pouvant servir dans les services publics aujourd'hui. Que ce soit les meubles, que ce soit les tableaux, que ce soit des produits, des tableaux d'art, que ce soit des objets de décoration. Tous ces produits-là, aujourd'hui, l'administration peut les consommer de façon locale. C'est déjà... Au moins 60%. Au moins 60%. De leurs besoins. Tout à fait, de leurs besoins. Ils doivent être satisfaits par l'artisanat. Par l'artisanat. C'est déjà une visibilité très claire et c'est déjà un clin d'œil au secteur pour montrer que nous devons consommer local. Est-ce que vous y arrivez, les artisans aujourd'hui arrivent à satisfaire à ces 60% de besoins au niveau de l'administration publique? Oui, bon, ça vient progressivement parce que tout le mécanisme qu'il faut pour que les artisans y participent aussi facilement n'est pas encore mis en place. C'est pour cela que cette réforme que le gouvernement a initiée dans le secteur pourrait être porteuse de beaucoup de résultats. Alors, qu'est-ce qui bloque effectivement, c'est-à-dire de façon précise, les artisans à satisfaire à ces 60%-là? Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas performants ou bien n'arrivent pas, la qualité de leur production n'est pas à la hauteur des demandes du service public ou des commandes publiques? C'est quoi les raisons? En fait, ce qui bloque se retrouve à 2 niveaux. OK. Le premier niveau, c'est un problème comportemental. Nous sommes déjà habitués à consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez dans les administrations les meubles importés et tout. Ces comportements continuent d'exister malgré que l'État a décidé d'accorder 60% de ses consommations aux produits locaux. Donc, il faut changer les comportements, il faut changer les habitudes. Au niveau de l'administration publique. Parce qu'il y a encore une certaine réticence, il y a encore une certaine résistance à ce niveau-là pour libérer l'opération. Et je crois que le gouvernement en place a été ferme et les mesures coercitives même sont prises pour que ceux qui passeront à côté pourront être sanctionnés. Okay. Le deuxième niveau de ce qui bloque la livraison ou la satisfaction de ces commandes, c'est au niveau des artisans eux-mêmes. Nous avons un problème d'abord de formation. Nous avons un problème de matériel, d'équipement. Oui. Ok, d'accord. Nous avons un problème de formation, nous avons un problème de matériel d'équipement. Formation en quoi, par exemple? Est-ce que c'est en matière de gestion ou... Nous avons, oui, prioritairement d'abord formation à la production. D'accord. Nous avons un problème de formation à la production. Après, nous avons un problème de formation à la gestion. Or, ce qu'il faut régler d'abord, c'est le problème de formation à la production. À la production. Parce que quand on ne produit pas selon les normes, selon les critères, dans les conditions qu'il faut et selon la quantité souhaitée, quand on n'arrive pas à répondre au marché, on n'arrive pas à satisfaire alors les demandes publiques. Donc, il y a ce problème. Et ce problème de production est lié au problème d'équipement. Aujourd'hui, beaucoup d'artisans sont encore à une méthode très rudimentaire où on utilise alors qu'aujourd'hui, avec la demande croissante du marché, avec la technologie existante dans le secteur, les artisans devraient produire mieux et beaucoup en si peu de temps. Le troisième problème, c'est le problème de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le constat est criard
que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus aller à l'apprentissage. Heureusement, aujourd'hui, le phénomène de étudiants est considéré comme un métier d'artisanat. Ça fait partie des 311 métiers reconnus par le Bénin dans son code, dans sa nomenclature de métiers d'artisan. Vous voulez dire que c'est un secteur qui vide les ateliers C'est un secteur qui vide les ateliers parce que les jeunes de tout temps ont été habitués au gain facile. Et ils estiment que trouver une moto, se mettre là-dessus, se balader dans Cotonou et trouver un peu d'argent, c'est plus facile que d'aller rester dans un atelier et apprendre. Ou bien parce que ça gagne mieux là-bas. Oui, il faut reconnaître que c'est tout à fait normal. L'objectif, c'est comment faire pour gagner de l'argent chez les jeunes. Okay. Mais on ne construit pas un pays sur du précaire. Il faut rendre les bases solides. Donc, il faut aller à la source, il faut permettre aux jeunes d'apprendre quelque chose, d'apprendre un métier et de pouvoir l'exploiter demain. Il y a aussi le fait que pendant longtemps, ces jeunes sont marginalisés. Même les maîtres artisans qui ont appris un métier, qui ont ouvert leurs ateliers, n'ont pas trouvé de marché d'écoulement. Et cela décourage. Donc, prions que les mesures qui ont été prises par ce gouvernement puissent être appliquées à la lettre pour donner une certaine ouverture de marché aux artisans locaux. Alors, donc, vous commencez en plus de l'amélioration au niveau des redevances, par exemple les impôts. Il y a aujourd'hui la taxe professionnelle synthétisée qui est une taxe unique. Qui est une taxe unique payée par les artisans. Payée par les artisans et améliorée par rapport aux exercices antérieurs. Alors, il faut maintenant que l'État contribue à l'équipement des artisans et aussi au renforcement au niveau des capacités pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Tout à fait. L'État doit pouvoir prendre ses responsabilités. Je crois qu'à ce niveau... Est-ce que ça revient à l'État d'aider les artisans à avoir de l'équipement adéquat pour pouvoir répondre à ces commandes, avoir de la main-d'œuvre et tout ça? Est-ce que cela relève des prérogatives de... Oui. Moi, je pense qu'à l'étape actuelle, si on veut vraiment faire les choses dans les normes et aller vite, parce qu'il ne suffit pas de rentrer dans une procédure pour dire non, quelles sont les responsabilités de l'État. Non. Aujourd'hui, l'État doit être pragmatique. L'État peut créer des ateliers par zone. Nous avons aujourd'hui la décentralisation, les mairies sont là, les communes sont là. Ces structures peuvent prendre les relais et que dans chaque commune, que nous ayons des ateliers, des ateliers de production par zone pour permettre aux artisans qui n'ont pas pour le moment les moyens de s'acheter les équipements, d'aller travailler dans des ateliers communs. Et comme les artisans également peuvent se mettre ensemble quand même, en coopérative et autres. Bien sûr. Il y a des structures fertières. C'est d'ailleurs ça que l'État est en train de réorganiser parce que dans un passé récent, il y a un peu de désordre à ce niveau. Donc, nous aurons désormais, les réformes vont aboutir à la création de la Chambre des métiers d'artisanat. Et cette chambre pourra réorganiser tout le circuit artisanat en mettant les artisans en coopérative, et en les mettant ensemble dans des creusets de travail. Donc, je crois que au bout du rouleau, la réforme qui est en cours pourra permettre aux artisans de mieux se retrouver et de mieux se positionner sur le marché national. Est-ce que c'est ça déjà l'élan donné à travers le recensement des artisans sur le plan national? Absolument, le processus est en cours et je crois que les prochaines actions du gouvernement dans ce sens, c'est le recensement. Et je remercie le ministre en charge de l'artisanat, le ministre Modeste Kérékou, qui fait beaucoup, qui a mis une machine en marche et qui évolue malgré tout. Donc, je crois que bientôt le recensement va commencer et ce ne sera pas un recensement fait par les artisans eux-mêmes. Il y a des innovations. Et là, c'est là où nous trouvons salutaires ces réformes. Il n'y aura pas de réserve, il n'y aura pas de concubinage, il n'y aura pas des choses où on pourra dire, bon, vraiment, on a fait une élection qui n'est pas crédible. Non, les élections
seront organisées, les élections des artisans seront organisées par la Sénat. Un recrutement biométrique, on comprend aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça permet, et ce recensement biométrique permettra aux artisans demain d'être les meilleurs acteurs du développement et de promotion de l'économie. Merci beaucoup à vous, M. Yvon Dédébé, pour toutes ces explications, également les propositions que vous faites pour permettre aux artisans de vraiment satisfaire surtout ces 60% de commandes publiques en fournissant bien sûr leur production pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Et pourquoi pas aussi avoir de l'équipement, de la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir produire dans les normes exigées par les commandes publiques. Merci à vous et à très très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. C'était l'expert de ce grand rendez-vous. On va rejoindre Agnès Bello et son invité, et c'est sur Autant Savoir. Autant Savoir, ce soir, ça parle bien sûr du commerce inclusif. C'est quoi le commerce inclusif? C'est vrai que l'inclusif se trouve aujourd'hui dans pratiquement tous les secteurs. On veut faire participer toutes les couches de la population au développement économique, socio-économique de notre pays, et c'est ce qui est plus important. Mais comment définit-on le commerce inclusif? Quelles sont les implications de cette dénomination? On va répondre à cette question dans un instant avec l'aide bien sûr des cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Commerce. On revient d'abord, on va à la régie, si vous voulez, pour suivre ce commentaire sur image de Marcel Betoro. Créer un système commercial plus solide qui répond mieux aux besoins des entreprises, c'est le véritable objectif du commerce inclusif. Il implique l'idée de solidarité et d'équité dans les échanges commerciaux, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Le commerce inclusif est une activité économiquement rentable et profitable aux acteurs impliqués. Il crée de l'emploi pour les populations à faible revenu. C'est un système de commerce où le global devient local et le local devient global. Le commerce inclusif a un impact positif tant au niveau socio-économique qu'environnemental. Et pour en bénéficier, il faut travailler à l'amélioration de l'égalité des droits au niveau des petites, moyennes et grandes entreprises. Cela favorise les échanges commerciaux bénéfiques aux pays en voie de développement. Il faut également travailler à développer le capital humain et surtout investir dans les infrastructures. Aussi, promouvoir une stratégie de développement qui vise à renforcer les compétences techniques pour favoriser la transition des différents secteurs de l'économie vers une main-d'œuvre plus qualifiée et plus productive est-elle primordiale. Renforcer les capacités locales et améliorer la connectivité à l'information sur les marchés régionaux et internationaux serait un grand point pour une bonne réussite du commerce inclusif. Et le Bénin dispose des atouts nécessaires pour y parvenir. Vous avez certainement raison, Marcel Betoro. Le Bénin a vraiment les moyens qu'il faut. Les dispositions sont également mises en place ou en train d'être mises en place pour permettre un commerce inclusif total. On espère cela au Bénin. Et là, pour nous en convaincre, nous avons invité sur ce plateau Apollinaire Tobadji, qui est le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'Ouémé Plateau. C'est une zone à forte potentialité commerciale, on peut le dire ainsi. Bonsoir, Monsieur Tobadji. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir, Agnès Bello Onifade. Comment allez-vous? Hachim Gaba, nous allons très bien. J'espère que la semaine a bien démarré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, une semaine bien démarrée, surtout quand on parle du commerce. Et quand vous faites venir sur ce plateau un directeur départemental qui vient de départements
où vraiment on rédige de grands commerçants aussi, il faut le dire. Lomé, le plateau, ce sont de grands commerçants. Hassan Gaba, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le laisser s'en aller sans qu'il ne puisse se prononcer sur comment se porte le commerce dans le département de Lomé. Mais avant, on veut bien l'écouter sur le commerce inclusif. On a choisi de s'intéresser au sujet parce que souvent on en entend parler, mais on ne sait pas véritablement de quoi il s'agit et qu'est-ce que cela pourrait apporter pour améliorer l'économie du pays. Alors déjà, moi, ma question, c'est de savoir, et Machel Betoro en a parlé dans son reportage, le commerce inclusif, c'est quand on fait tout pour pouvoir protéger un peu l'économie locale. Mais véritablement, vous, en tant qu'expert, comment est-ce que vous le définirez? Merci beaucoup, madame. Merci très sincèrement de m'avoir donné cette occasion d'éclairer un peu la lanterne des téléspectateurs sur cette notion très, très importante aujourd'hui, qu'est le commerce inclusif dans le monde des affaires. Permettez-moi, avant d'aller au niveau du commerce inclusif, de commencer par définir ce qu'est le commerce en réalité. Si vous permettez, on va un peu passer cette étape parce qu'on a déjà quand même reçu le directeur général du commerce ici où on a parlé. On peut aller directement. Donc, le commerce inclusif ne saurait être expliqué en occultant la notion basique même du commerce, qui n'est rien d'autre que le fait d'acheter un produit, un bien, un service et de le revendre dans le souci de dégager un profit, un bénéfice. Oui. Donc, et quand nous parlons du commerce inclusif, c'est dans notre contexte là, il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent à ce commerce-là. Quels sont ces éléments nouveaux? Ces éléments nouveaux, il y a des mécanismes qui sont mis en place de sorte que le commerce ne soit plus simplement orienté dans un souci de faire du bénéfice, mais pour les plus forts, de faire du bénéfice par les plus forts, mais dans un souci beaucoup plus orienté vers le profit des plus faibles. D'accord. Si vous permettez, M. Togbadi, on est sûr de la réponse théorique, mais je me demande de façon terre à terre, pour le citoyen lambda, véritablement, qu'est-ce qu'il retient du commerce inclusif? Oui, le commerce inclusif met aux prises qui et qui? Quels sont les acteurs? Oui, quand on prend le contexte béninois, par exemple, ce genre de commerce permet de protéger les intérêts des producteurs afin qu'ils ne bradent pas à vil prix, mais de mettre en place des mécanismes pour que les produits soient achetés à bon prix, conservés dans de meilleures conditions et ces produits-là doivent être vendus à de meilleurs prix. Et que le retour leur soit vraiment profitable et qu'ils vraiment soient sécurisés dans l'activité qu'ils sont en train d'exercer. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire s'il y a des commerçants qui ont des produits qui doivent vendre en un temps record pour ne pas être fait face, par exemple, à des avaries, à des pertes suite aux avaries, et qu'il faut donc les aider à vendre rapidement ces produits-là, à mettre les moyens à leur niveau pour vendre ces produits-là, quitte à ce qu'ils n'enregistrent pas des pertes. C'est ce qu'on peut comprendre? Oui, c'est tout cela parce que le commerce inclusif intègre la notion d'équité. Voilà. On veut une certaine justice dans les transactions. Et c'est pour cela que l'activité doit être répartie de façon à ce que tous les acteurs présents dans la chaîne de production puissent quand même tirer leur profit dans l'activité. Parce que vous savez, dans un secteur, il y a les grands, il y a les petits. Toujours. Et donc, on donne les moyens aux petits de se mettre également au niveau des grands. Oui, c'est ce que vise le commerce inclusif. On veut que désormais, les plus petits, ceux qui ont une capacité de financement un peu faible, puissent quand même jouir des fruits de cette activité-là, au même titre que les grands, les grossistes. D'accord. Vous avez tantôt parlé d'un exemple ici au Bénin. De façon terre à terre, est-ce qu'on peut dire que le commerce inclusif se pratique déjà ici? Merci beaucoup. Vous savez, je dirais, dans le contexte actuel du Bénin, où le gouvernement travaille à donner un nouveau visage au social, c'est évident que l'on puisse encourager le commerce inclusif. Donc, il y a la question de savoir si le commerce inclusif existe au Bénin. Je dirais que c'est un fait, cela va de soi. Nous sommes encore
une économie en pleine construction, une économie en pleine reconstruction. C'est normal que on puisse se baser sur le commerce inclusif pour développer notre économie. Monsieur Togbadi, les téléspectateurs ont bien envie de vous voir quand vous vous adressez à eux. Donc, quand on parle du commerce inclusif, pour vous, les enjeux pour l'économie, c'est quoi véritablement? Bon, comme je le disais, le commerce inclusif, permettez-moi d'aller encore un peu en arrière. Le commerce inclusif permet au Bénin ici, je prends par exemple l'exemple du secteur de l'ANACAD, où les acteurs, la chose a déjà un peu évolué à ce niveau-là, où les acteurs sont organisés de façon à ce que, depuis le collecteur, en passant par le producteur, le transformateur, tous sont organisés de façon à ce qu'ils tirent profit de cette activité de noix d'ANACAD. Personne n'est lésé. Parce qu'il arrive souvent que les producteurs disent par exemple que ce sont les revendeurs qui gagnent plus que... Donc vous mettez également les moyens au niveau des producteurs pour qu'ils puissent quand même profiter, jouir de cette activité-là au même titre que les revendeurs. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que mon ministère, le ministère de l'Industrie et du Commerce, s'attelle à faire depuis des années. Donc c'est vous qui jouez le rôle du régulateur. Oui, donc chaque année, le ministère de l'Industrie et du Commerce donne des dotations en matériel à ces collecteurs, en matériel, en équipement à ces collecteurs-là, qui puissent leur permettre quand même de travailler sur le terrain pour rivaliser. C'est vraiment une preuve de l'exercice du commerce inclusif au Bénin. J'espère qu'il y a forcément des choses à améliorer pour que davantage on puisse dire oui, le commerce inclusif existe et se pratique vraiment au Bénin. D'accord, mais à somme déjà, moi j'aimerais savoir, est-ce que le commerce inclusif véritablement, en tant que concept, on gagnerait à le promouvoir? Parce que là, vous avez donné l'exemple de l'ANACAD. Est-ce que ce serait bien qu'on puisse généraliser aux autres spéculations? Oui, je pense que le commerce, dans un contexte aujourd'hui où le social est en train de prendre de l'ampleur, je pense que le commerce inclusif s'impose à nous, dans la mesure où aujourd'hui, dans le secteur de microcrédit par exemple, on parle plus d'inclusion financière. Oui. Et cette notion d'inclusion financière va forcément avec cette notion de commerce intégré. Donc, de commerce inclusif, permettez-moi. Donc, forcément, on a tout à gagner dans à pratiquer ce commerce inclusif-là. D'accord, merci. Apollinette Togbadi, vous êtes le directeur départemental de l'industrie du commerce de l'OME. Alors, on ne vous laissera pas partir sans cette question. Dites-nous un peu le commerce au niveau de votre département. Il se porte comment pour Asiom? Il le dit. Souvent, il paraît que les plus grands commerçants sont de l'OME. Est-ce vrai? C'est une question qui devrait, à mon avis, être posée aux commerçants de l'OME, des départements de l'OME du plateau. Oui. Puisque c'est à eux d'apprécier le travail que nous faisons sur le terrain. Cela dit, depuis l'avènement de la rupture, il y a assez de réformes qui ont touché le secteur de l'industrie et du commerce. Et ces réformes ne nous permettent plus d'être comme des gendarmes derrière ces commerçants-là. Nous, on s'inscrit plus dans une dynamique de sensibilisation, d'accompagnement, de formalisation des entreprises-là. Et ça marche mieux? Ça marche très bien, mais vous entendrez souvent dire que nous ne sommes pas d'accord, il y a ceci, il y a cela. C'est parce que ces commerçants-là ne sont pas à jour, ne sont pas en règle, ne sont pas en norme vis-à-vis des tests en vigueur. On va y revenir, pourquoi pas. On parlera très prochainement de ces tests-là, de ce qui... Oui, vous le savez, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Roch Aurélien accueille nous déjà en train de préparer un forum sur le commerce. Ah oui. Il aura peut-être le temps de pouvoir aller dans les détails pour le bonheur de nos chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, moi je vous donne rendez-vous encore demain sur Autant Savoir, toujours avec le même plaisir. Pour le bonheur de nos chers téléspectateurs et ceux fidèles du grand rendez-vous, c'est l'heure du journal. Estelle Pazou est à la présentation.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'est un opérateur chargé de vendre et d'acheter des devises en essayant si possible d'en dégager un bénéfice. Ceci partout où il est question d'échanger des devises. Le métier de cambiste et ses risques, c'est à suivre dans ce journal. La quantité des produits alimentaires n'est plus un motif de satisfaction si la qualité n'y est pas. Les consommateurs y sont désormais très attentifs, une réalité qui met sur le tapis les enjeux de la qualité pour les entreprises. Et puis le docteur Pierre Mpele retrace l'itinéraire d'un médecin africain dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est à travers un ouvrage autobiographique que nous allons découvrir dans ce journal. Ils sont ce qu'on pourrait appeler des commerçants de billets. Les cambistes négocient les billets de banque. Ils mettent en place des bureaux de change et s'affichent comme des intermédiaires financiers. Avec eux, vos devises sont échangées sans aucune autre forme de procédure. Lumière sur cette activité avec Arnaud Adadia. Ils sont nombreux à investir les grandes artères et nos carrefours à la recherche des clients pour les opérations de change. Eux, ce sont des cambistes. Une opération rendue possible grâce à la convertibilité de nos monnaies. Cette idée de change a évolué dans le temps pour enfin connaître sa pratique actuelle. C'est les échanges de monnaie. Le client amène le naira et d'autres devises qu'on échange en CFA. Dans l'exercice de ce métier, les cambistes rencontrent des difficultés. Il y a des braquages, il y a des détournements. Tu remets l'argent à ton frère maintenant, il s'en va, il revient et dit on l'a attaqué, l'argent est parti. 5 millions, 10 millions, 2 millions. Les voleurs nous suivent à la maison, partout, pour nous braquer. Même moi qui suis ici, j'ai été braqué une fois en 2011. Et heureusement que j'ai 100 000 francs seulement dans ma poche. Il y a des gens parmi les cambistes, ils remettent de l'argent aux gens, ils vont peut-être pour aller retrouver des faux billets dedans, ou soit c'est des manquants, et ils reviennent, c'est des bagarres. Soit c'est à la police qu'ils iront terminer tout ça là. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce métier. Quelqu'un qui est cambiste et qui est franc dans son activité ne peut pas se permettre le luxe d'inscrire son enfant dans une école privée à 60 000, 80 000 l'année. Des difficultés, oui, mais également des avantages qui leur permettent de continuer ce métier. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'avantage dedans, oui. Mais ce n'est plus comme avant. Actuellement, je peux dire que le métier ne nourrit plus où ils sont nobles. Et ce métier cambiste est devenu un métier de sans-emploi. Et c'est peut-être que tu repartiras dans ta maison avec 1000 francs, 500 francs. Ça, ce n'est pas un boulot. Mais avant, tu peux gagner 1 franc, 2 francs sur une devise. Mais actuellement, 0,025 francs. Combien d'opérations tu vas faire avant de trouver 1000 francs? Donc, ce n'est plus du tout rentable. Après les échanges, on a au moins quelques miettes qui est peut-être notre bénéfice avec lesquels on subvient à nos besoins quotidiens. Il faut disposer d'un parasol, d'un banc, ensuite de quelques billets. Il est important également de savoir faire le calcul par rapport aux fluctuations des monnaies, avoir des relations et le tout est joué. En dépit des avantages liés à ce métier, une réorganisation avec un volet important, la sécurité des cambistes, est ardemment recommandée. Dans l'alimentation, la qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. Aujourd'hui, elle est un élément essentiel et déterminant de la stratégie des entreprises et du choix des consommateurs. Enjeu de la qualité pour les industries alimentaires, c'est un reportage signé Patrick Adiaboudou. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre
pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. On a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise, puisque nous sommes sur le marché international. Ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. C'est le titre du livre du docteur Pierre Mpele. Il nous replonge dans l'historique du sida et annonce que l'Afrique pourrait connaître d'ici 2030 moins de porteurs du virus. L'ouvrage a été lancé en début de week-end à Cotonou. Venceslas Aroimon Enoch Rumpati. Il est au contact donc de la maladie intimement au niveau donc de son Congo-Brazzaville. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est l'affluence ininterrompue des cas de malades. Pierre Mpele, médecin de son état, a côtoyé durant toute sa carrière les malades du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Il y a deux choses à retenir pour le livre. Il y a d'abord comment est née cette maladie-là qu'on découvre avec le bouquin, qui a prospéré dans un contexte de conjoncture d'éléments divers et épars, qui a favorisé donc son émergence et sa propagation. Il y a, je dois dire, le contexte de pudeur quant au sujet lié au sexe. Et dans le livre, l'auteur nous rappelle que, excusez du peu, pour faire l'amour en Afrique, les couples sont obligés d'éteindre la lumière. L'autre élément contingent qui a favorisé aussi l'émergence de cette maladie, c'est la pauvreté ambiante. Aujourd'hui à la retraite, le Congolais dont le parcours suscite admiration et respect partage ses connaissances sur cette maladie. Avec l'ouvrage Itinéraire d'un médecin africain, du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique, les faits racontés sont réels et vécus par l'auteur. Les porteurs de cette affection peuvent aujourd'hui vivre aussi longtemps que possible grâce à l'utilisation des antirétroviraux. Aujourd'hui, si on prend un traitement, c'est une gélule par jour et on élimine la charge virale, ça veut dire qu'on n'a plus de virus actif et on peut vivre confortablement pendant des années et donc mourir d'une autre maladie d'ailleurs. Le médecin va plus loin en soulignant que le taux de prévalence de cette maladie va régresser considérablement en Afrique d'ici 2030. Entre 2000 et 2017, il y a eu 36% de réduction de nouvelles infections. Et même la mortalité, dans cette période-là, c'est presque 40% de réduction du nombre de décès par le sida. 2030 est également, selon les objectifs du développement durable, l'année fixée pour en finir avec le sida comme problème majeur de santé publique.
Au Nigeria, le groupe bancaire Access Bank a reçu le feu vert du régulateur du marché financier local pour l'émission de ses obligations vertes d'un montant de 15 milliards de naira, soit plus de 22 milliards de francs CFA. Cet emprunt obligataire aura une maturité de 5 ans et offre un taux d'intérêt fluctuant entre 14,90% et 15,10%. Les souscriptions des investisseurs sont attendues jusqu'au 28 février. Access Bank est la première entreprise africaine à émettre des obligations conformes aux standards du Climate Bond Initiative. Le FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain créé en février 1969, fête ses 50 ans. La cérémonie d'ouverture a eu lieu samedi dernier au stade municipal de Ouagadougou qui s'est transformé pour l'occasion en capitale du cinéma en Afrique. Le festival présente plus de 160 films de tout le continent, mais aussi de la diaspora. Le cinquantenaire consacré au thème mémoire et avenir des cinémas africains est également l'occasion rêvée d'honorer les plus grands cinéastes africains et de projeter tous les films lauréats depuis un demi-siècle. Les nouveaux défis du commerce international ont été au cœur d'une formation tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 15 pays francophones ont pris part aux travaux. Le commerce intra-africain des produits agricoles et des services ont été les points essentiels débattus. Reportage. Bien qu'elle dispose d'importantes matières premières, l'Afrique reste marginale dans les échanges internationaux avec une contribution de moins de 3%. Le cours régional de politique commerciale initié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, à l'attention des pays africains anglophones et francophones, devrait augmenter le taux des échanges. 16 pays d'Afrique francophone participent pour la 3e fois à une formation sur les nouveaux défis du commerce international à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan. On abordera des questions liées au commerce des marchandises avec une attention particulière au commerce des produits agricoles, le commerce des services effectivement, et donc aussi l'actualité des négociations en ce qui concerne toutes les discussions actuelles concernant la facilitation des investissements. Nos économies qui sont appelées à produire, la Côte d'Ivoire veut s'industrialiser par la transformation de ses produits agricoles. Et qu'est-ce qu'on va en faire une fois que c'est transformé? Il faut bien les commercialiser. Il faut qu'on ait des agents qui soient compétents, bien formés. Les 25 représentants des pays africains francophones plancheront également sur l'élaboration de politiques en vue de favoriser le développement du commerce intra-africain avec 17% du taux des échanges. Pourtant, il y a du potentiel et le continent devrait l'exploiter. 1,2 milliard de consommateurs actuellement, 1750 milliards en 2030 selon des statistiques. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et prenez du plaisir sur PB24. Merci à vous également, Estelle Pazou, d'avoir présenté ce journal. On se retrouve demain à 19h45 exactement. C'est ça, hein, Estelle? Oui, c'est ça, sûrement. On se retrouve demain à 19h45. En tout cas, passez une très très belle soirée et bon appétit. Vous allez manger quoi? Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore? Non. Jusqu'à cette heure-ci, hein. Il s'en va être 21h. Ce n'est pas grave, je suis habituée à manger un peu tard quand même. Ah d'accord, je vois. Allez, donc à demain. À demain. À demain. À demain donc. Le grand rendez-vous continue avec vous, chers téléspectateurs, et nous allons cette fois-ci rappeler la météo avant de partir.
Allez, c'était un plaisir d'avoir passé cette première soirée de la semaine du grand rendez-vous avec vous. On se retrouve demain 19h45 pour un autre grand rendez-vous. Passez une très belle soirée en compagnie des programmes de BB24 et n'oubliez surtout pas de suivre le forum du jour à 21h.